Pour les citoyens français, c'était entrée libre à l'hôtel de l'Assé pour la 10e journée du livre politique organisée par l'association Lire la politique, présidée par Luce Perrault. En effet, le président de l'Assemblée nationale, Raymond Forny, a accueilli écrivains, personnalités responsables politiques, ainsi que citoyens autour de débats, de séances de rencontres et de dédicaces entre les auteurs et les lecteurs citoyens, et bien sûr autour de la remise du prix du livre politique de l'année 2001. Ce forum a permis de reposer des questions sur l'état de la politique aujourd'hui. Peut-on encore croire en la politique? Est-elle un luxe? Les hommes et les femmes qui nous gouvernent sont-ils encore capables de changer le monde, de le rendre meilleur, plus vivable et plus digne pour les citoyens qui y vivent? Peuvent-ils encore faire face aux incertitudes, à l'incrédulité et à la défiance que les administrés portent à leur égard? Ce sont toutes ces réflexions qui ont réuni dans le Salon de la Paix, notamment Henri Weber, Pierre Joxe et Corinne Lepage, autour du thème « Reste-t-il encore des utopies ?» C'est vrai qu'on ne peut pas comprendre le futur, la société dans laquelle on vit, si on n'a pas des racines solides et si on ne sait pas ce qu'est l'histoire. Ceci étant, ce qui est vrai dans la réflexion qu'a fait ce monsieur, à mon sens, c'est que la particularité de la société contemporaine, c'est la complexité et l'incertitude, et ça, on n'est pas outillé pour la gérer convenablement. Donc on voit l'influence d'Edgar Morin. Hein. Là, on a, à mon sens, un vrai problème. On l'a beaucoup entendu. Là, deuxième mot pour répondre à la dame qui a posé une question sur l'évolution des partis politiques. Je crois que la grosse difficulté de la société contemporaine, c'est la défiance généralisée à l'égard de tous les pouvoirs, et qu'on ne peut pas reconstruire, on ne peut pas construire sans confiance. Et que donc le grand débat, c'est savoir comment on réinstaure la confiance entre les citoyens et les pouvoirs, quels qu'ils soient politiques ou autres. Nous vivons ce que Edgar Morin appelait joliment une époque, une période de baso mythologique, et qu'on pourrait qualifier de période d'incrédulité et de scepticisme dans nos démocraties occidentales. Il en va peut-être différemment dans d'autres zones. Et tant et si bien que lorsque des partis ou des personnalités, même en marge de la politique, s'efforcent de définir, non pas une utopie réaliste, puisqu'il faut bannir le terme pour ne pas tomber dans les querelles terminologiques, mais un grand dessein ambitieux, bon, ils se heurtent à une incrédulité, ils ne sont pas entendus. Et pourquoi il en est ainsi? Parce qu'il s'est produit au cours des 30 dernières années, un événement majeur dont on mesure mal l'effet de souffle. C'est avec la faillite reconnue de l'expérience communiste, partout où elle a été tentée, et encore là où elle subsiste, l'effondrement du projet de transformation sociale le plus ambitieux que l'humanité contemporaine ait porté. Et ça a créé un effet d'incrédulité pour tout projet ambitieux de transformation. Pas seulement pour le projet totalitaire, pas seulement pour les utopies que j'appellerai tout à l'heure de société parfaite, mais pour tout projet ambitieux de transformation sociale, et l'idée qu'on ne peut pas y parvenir, et que se lançant là-dedans, on produit plus de mal que de bien. Autrement dit, un conservatisme de fond qui éclaire peut-être le poids de la droite dans notre beau et grand pays. J'ai toujours été un espèce de social-démocrate, et donc l'idée que l'effondrement du régime stalinien est une date, c'est surtout une date dans la vie de ceux qui avaient fondé quelques espérances dans cette direction. Parce que quand même une très grande partie de l'humanité n'a jamais accordé la moindre valeur à ce système, sauf que il était représentatif de la pulsion révolutionnaire. C'est vrai que la révolution d'octobre, qui d'ailleurs a eu lieu en novembre selon les calendriers, ce qui montre la relativité de toute chose. La pulsion révolutionnaire, c'est quelque chose qui, dans des pays comme les nôtres, où la démocratie paraît assurée, où il y a un certain degré de prospérité, où il y a un certain système de garantie de sécurité sociale qui progresse, qui peut encore progresser, mais l'idée de pulsion révolutionnaire, dans nos pays aujourd'hui, elle apparaît comme historique, monsieur. Mais la plus grande partie de l'humanité rêve de révolution ou d'évolution, car la plus grande partie de l'humanité ne vit ni dans un système démocratique, ni dans un système de minimum vital, voit les enfants mourir en bas âge par milliers, voit des situations d'hygiène, de santé, d'alimentation tragiques, et dans certaines régions du monde, comme l'Afrique, s'aggrave, c'est-à-dire que la mortalité infantile en Afrique, ça empire la situation, et d'autres, par conséquent, qu'il n'y ait pas dans les pays relativement démocratiques et relativement égalitaires comme les pays d'Europe,
de grands rêves, et que l'idée d'utopie à ce moment-là puisse faire l'objet de discussions comme aujourd'hui. C'est impossible dans d'autres pays. Est-ce que l'utopie, c'est avant tout le modèle de société idéale à la Thomas More, ou est-ce que l'utopie, c'est l'idée d'espérance de progrès? C'est une discussion impossible pour l'immense majorité des êtres humains. Jean-Claude Casanova, le président du jury du 10e prix du livre politique, a rappelé comment s'est déroulée la sélection pour cette année 2001. Nous sommes donc réunis 3 fois pour 3 déjeuners successifs. Nous sommes partis d'une liste de 100 ouvrages, ce qui prouve la richesse de l'édition française et l'intérêt que soulève la politique parmi les auteurs. Et après un premier choix, nous n'avons retenu qu'une dizaine d'ouvrages. Et puis, en considérant ces 10 ouvrages, nous en avons retenu 4, tous d'excellente qualité. Le livre de M. Christophe Barbier, La comédie des orphelins, chez Grasset, qui est une histoire et une analyse de l'évolution des gaullistes, de leur héritage et de leur perspective. Le livre de Pierre Rosanvallon, La démocratie inachevée, chez Gallimard, qui clôt une trilogie consacrée à l'évolution du sentiment démocratique, du mode de scrutin, et de la participation et de la représentation en France. Le livre de Robert Badinter, L'abolition, chez Fayard, qui est à la fois une réflexion sur l'abolition de la peine de mort, dans laquelle l'auteur rappelle à la fois ses souvenirs, ses analyses et ses sentiments. Et enfin, le livre de Dominique de Villepin sur les 100 jours, qui est plus un livre d'histoire, mais la période qui est un désastre politique pour la France, mais une grande exaltation pour l'imagination, fournit une analyse politique très riche. Parmi ces 4 livres, nous avons retenu le livre de Robert Badinter, L'abolition, chez Fayard. Le président de l'Assemblée nationale, Raymond Forny, et le lauréat du livre politique de l'année 2001, Robert Badinter, rappellent qu'en récompensant le livre L'abolition, ce sont tous les défenseurs des droits de l'homme connus ou inconnus qui sont ainsi récompensés, et que le défi pour une abolition universelle de la peine de mort au-delà de la France et de l'Europe reste encore à relever. Lorsque nous étions tous les deux là, nous succédant à la tribune de l'Assemblée, il y avait dans ce monde 37 États abolitionnistes. Aujourd'hui, il y en a 109. Je rappelle qu'il y a 188 États aux Nations Unies et que l'abolition est donc une cause majoritaire dans le monde. Ce n'est pas pour autant qu'elle a triomphé, mais elle ne cesse de gagner du terrain. C'est vrai aussi que le champ aujourd'hui privilégié de cette lutte, c'est celui des États-Unis. Personne, à cet égard, ne saurait relever sans s'en émouvoir que la première démocratie dans l'histoire, la première grande démocratie dans l'histoire des républiques, que la superpuissance du monde, que celle qui se veut un modèle culturel dominant, soit retombée dans la peine de mort après l'avoir presque complètement abandonnée, répudiée par un arrêt de la Cour suprême en 1972, qu'elle soit aujourd'hui pourvoyeuse de condamnation plus qu'on ne l'a jamais été dans notre pays. Cela mérite d'être relevé et cela appelle un constant combat, nous en parlerons encore, mais pas hic et nunc.